Avec ces temps d'incertitude sur les marchés, le S&P qui a perdu quasiment 10% en 2 jours et un peu plus depuis le début de l'année, c'est le moment potentiellement de faire les soldes. S'il y a des opportunités à récupérer, c'est maintenant ou jamais. Ok, il ne va pas falloir attendre la remontée pour commencer à investir. Il faut généralement investir pendant la baisse. Encore faut-il avoir une watchlist, encore faut-il avoir des entreprises qui nous intéressent et des entreprises que l'on va viser. Donc j'en ai sélectionné à peu près une trentaine ici, on va les mettre dans une tier list, on va mettre en S celles qui je trouve sont excellentes et sont des super opportunités au prix actuel. En A, je les trouve excellentes, mais on pourrait potentiellement les chercher un peu plus sous-évaluées si on va être un peu tatillon. En B, je les trouve excellentes, mais pas encore sous-évaluées ou alors juste prix, c'est pas encore trop ça. En C, ça va être des entreprises que je trouve sympas, mais pareil, c'est pas encore un prix qui va être intéressant. Alors pour certaines, elles seront en B ou en C, mais je les trouve exceptionnelles, c'est juste que c'est pas un prix qui va m'intéresser. Et en D, c'est vraiment celles que je déteste, celles que dans lesquelles j'investirai pas, même si elles perdaient 90%, même si c'est l'opportunité du siècle ou quoi que ce soit, j'investirai pas dedans pour différentes raisons. Donc, on va se plonger dans la liste et on va voir ça de suite dans cette vidéo. Si d'ailleurs il y a des entreprises que je mets dans ces tier list et dont tu aimerais avoir une analyse un peu plus poussée, dis-le moi en commentaire, ça pourrait être des sujets de vidéos intéressants pour les vidéos à venir. Donc on va commencer par le haut, Ferrari. Alors Ferrari, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, c'est une marque de voiture que j'aime beaucoup également, probablement une de mes marques de voiture préférées. C'est une entreprise que j'aimerais avoir en portefeuille, qui a des chiffres quand même assez exceptionnels. Je crois qu'elle est éligible au PEA en plus. Bon, j'ai pas de PEA, mais ça peut être intéressant parce que je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui auraient un PEA. Je vais la mettre en B ou en C. La raison pour laquelle ça va en B ou en C, c'est que c'est quand même cher. C'est un multiple de valorisation qui est élevé et je ne suis pas prêt à payer ce multiple de valorisation. Donc si le multiple vient à descendre en dessous des 35, ok, pourquoi pas commencer une position, mais avant ça, je trouve que c'est trop élevé. Donc entreprise de magnifique qualité avec un mode très solide, une marque très solide, avantage compétitif, des prix qui peuvent augmenter tous les ans. Donc ça j'adore. Maintenant, la valorisation est encore un peu trop élevée pour moi. C'est vraiment une entreprise, si on a moins 30% de plus sur les marchés, qui pourrait peut-être devenir intéressante. Pepsi. Alors Pepsi, je la mets en... C'est assez compliqué parce que je la mets en D, pas pour les raisons que vous pensez. Ça reste une entreprise qui est intéressante, mais aujourd'hui, moi, avec mon portefeuille qui a pour but de battre le marché, Pepsi n'a pas trop de sens étant donné que ce n'est pas une boîte qui va grossir assez. Maintenant, avec un dividende de 4%, il y a peut-être un monde où on peut battre le marché avec du Pepsi sur du long terme. Il y a peut-être un monde où ça peut être intéressant. C'est une boîte qui est en plus de ça assez défensive et ça c'est quelque chose qui peut être pas mal dans un portefeuille. Ça peut être pas mal dans un portefeuille d'avoir des boîtes qui vont être un peu plus défensives, qui vont un peu mieux résister. C'est le genre de boîte qui résisterait mieux en cas de baisse. Donc, disons que ça pourrait être une position, on va dire, à 5% d'un portefeuille assez agressif pour venir calmer le tout. Donc dans ce cas-là, si c'est ça, moi je la mettrais potentiellement en B ou en A, dans la mesure où le prix me semble très intéressant déjà actuellement, me semble pas mal. Maintenant, s'il y a un portefeuille constitué que d'entreprises comme Pepsi, ça va en D. C'est vraiment, disons, une cartouche un peu de protection dans un portefeuille, mais ça s'arrête là. Donc je le mets en B parce que ça pourrait entrer dans un portefeuille en partie un peu défensive. Si tu as un portefeuille dividende, là je la mets en A ou en S. Okay, si tu es plutôt axé dividende, là par contre c'est un prix très intéressant, tu peux rentrer. Mais pour moi, pour le portefeuille que j'ai actuellement, je la mets plutôt en B. On va voir AMD. Donc AMD prometteur, ok, surtout avec les data centers, l'IA qui arrive. Malheureusement, moi je le mets en D. Je le mets en D au même titre que Nvidia. Je sais que ça va faire jaser certains, qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas apprécier ça. Mais pour moi, ces deux entreprises, elles n'ont pas un mode qui est assez durable. Ou du moins, je n'arrive pas à comprendre assez le mode pour les voir. Il faut savoir que moi, quand j'investis dans une entreprise, dans ma tête, automatiquement, c'est cette entreprise, je me vois la garder pendant au moins 10 ans. Si je ne me vois pas la garder pendant au moins 10 ans, si je n'arrive pas à imaginer l'entreprise être beaucoup plus grosse dans 10 ans, je ne mets pas. Et aujourd'hui, AMD et Nvidia,
ben, je les vois potentiellement se faire disrupter dans les 10 prochaines années. C'est-à-dire, je vois potentiellement quelqu'un venir prendre leur part de marché, ou les dégager, ou faire mieux qu'eux, ou alors que les deux vont se faire la bagarre, mais j'aurais beaucoup de mal à acheter une de ces entreprises et la garder pendant 10 ans. Est-ce que ça fait de ces boîtes des mauvaises boîtes? Non. Ça fait juste des boîtes qui ne sont pas pour moi, parce que pour moi, je ne considère pas le mode suffisamment puissant. Ok. Donc, si toi, de ton côté, tu trouves que les modes de ces deux entreprises sont excellents, elles sont à des prix qui commencent à devenir bien. Maintenant, moi, je trouve que le mode n'est pas assez bon pour moi, donc je ne mets pas. Texas Pacific Land, là, excellent mode. Ok. Excellente entreprise, très simple. Hein, ils ont des terrains dans le Texas, ils prennent des royalties. Donc, super business model. Malheureusement, c'est un peu cher. Ok, c'est toujours un peu cher. Si on va sur FinChat et qu'on regarde TPL, Texas Pacific Land, on est toujours sur un PER à 61, un Forward PE à 50. Donc là, moi, j'aimerais bien que ça descende en dessous de 30. Ça a déjà été en dessous de 30, ok, c'est possible, mais là, pour le moment, c'est encore beaucoup trop haut, donc je le mets en C. NVR, c'est des fabrications de maisons, ok, c'est des groupes, des home builders aux États-Unis. Donc il y a NVR, il y a Pult, il y a HR Morton, je crois, ou Horton, un truc comme ça aussi. NVR, bon, le prix de l'action est quand même, quand je dis le prix, je crois que c'est 7000 balles le titre. Je le mets en A ou en B, je vais le mettre en A parce que je trouve que ça commence à devenir une valorisation intéressante. Ça commence à être vraiment pas mal. On n'est pas totalement surévalué pour être en S, mais pour moi, ça va en A. Ça devient très très intéressant. Qualys. Qualys dans la cybersécurité, je le mets en A aussi. Je trouve que c'est une valorisation intéressante. On pourrait presque le mettre en S, lui, pour le coup. La raison pour laquelle je ne le mets pas en S, c'est parce que je ne connais pas encore assez bien le business. C'est une entreprise que j'ai commencé à regarder récemment. Les chiffres semblent prometteurs. Maintenant, je n'ai pas encore assez étudié le business pour la mettre en S, pour considérer le mode comme assez fort pour qu'elle soit en S. Donc, pour le moment, je la mets en A, mais elle est à des prix très, très intéressants. Arista Network, c'est pareil, ça va en A. Ça va en A parce que c'est une entreprise qui, historique. En fait, si on regarde la valorisation historique de l'entreprise, maintenant, elle n'est pas chère. Elle est bradée, elle est vraiment pas chère. Maintenant, je n'ai pas confiance d'investir dans des entreprises avec des valorisations historiques plutôt aux alentours de 40 en tant que PER. Maintenant que le PER vient de descendre, je crois qu'il est à 29 maintenant, ou le forward PE est à 29. Donc ça commence à devenir intéressant, c'est pour ça que je la mets en A. Je la trouve intéressante, surtout qu'en faisant des prévisions, en gardant un PER inférieur à 30, on peut avoir plus de 13% de rendement dessus. Donc là, ça devient très intéressant. Donc je la mets en A parce que ce n'est pas non plus un no-brainer, ce n'est pas non plus complètement sous-évalué, ce n'est pas aberrant en termes de valorisation, mais je trouve que c'est une valorisation très intéressante, légèrement sous-évaluée. Il y a un beau potentiel, surtout s'ils continuent d'avoir cette croissance. Et le business d'Arista est excellent, ils ont une excellente relation avec leurs clients. Donc ça, je trouve ça très bien. Alors, entreprise suivante, Nike. Nike, je le mets en D. Je le mets en D parce que la valorisation ne fait pas tout. C'est pareil pour AMD, Nvidia et pour tout le reste. La valorisation ne fait pas tout dans un business. Et Nike, pour le coup, alors je ne sais pas s'ils sont en train de perdre un petit peu leur avantage concurrentiel ou si c'est vu qu'il y a tellement de concurrence que ça les détruit un petit peu. Mais pareil, j'ai du mal à imaginer que Nike, dans 10 ans, ce soit forcément beaucoup plus gros que ce qu'on a aujourd'hui. Okay, j'imagine que ouais, ça peut être un peu plus gros, mais forcément beaucoup plus gros, là, je ne suis pas sûr. C'est pour ça que je la mets en D. Est-ce que ça en fait une mauvaise entreprise? Pas du tout. Est-ce que c'est une entreprise qui va disparaître? Pas du tout. C'est juste que, encore une fois, moi, mon objectif avec mon portefeuille, c'est de battre le marché à long terme. Et je ne suis pas sûr qu'avec du Nike, on puisse battre le marché à long terme. Peut-être que s'il y a un rebond, on peut battre le marché sur du court terme. Dans ce cas, il faudra savoir revendre au bon moment. Mais c'est pas moi, je n'essaie pas de faire ça. Je n'essaie pas d'acheter au bon moment, de revendre au bon moment. Moi, ce que je veux, c'est acheter des entreprises géniales à des bons prix et qui ont un très beau mode. Là, le prix semble très bon. Les chiffres sont pas mauvais pour Nike, c'est pas mal. Le mode, il est pas mal. La marque est bien reconnue. Maintenant, est-ce que dans 10 ans, elle sera toujours aussi reconnue? Ça, malheureusement, je ne sais pas. Et vu que je n'arrive pas à me projeter, je n'y vais pas dessus. Si toi, par contre, tu arrives à te projeter là-dessus, peut-être que ça peut être un bon point d'entrée, mais moi, personnellement, j'y arrive pas. LVMH, je le mets également en... Alors, je le mets en D, mais ce n'est pas vraiment un pur D. Pourquoi ce n'est pas vraiment un pur D? C'est parce que, en fait, moi, je préférerais investir dans Hermès, tout simplement. Je préférerais avoir Hermès. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir les deux.
parce que je préfère ouvrir une position de 10% sur Hermès plutôt que de faire 5% Hermès, 5% LVMH ou 7% et demi Hermès, 2% et demi LVMH. Mais maintenant, les deux sont très dépendants de la Chine par rapport aux ventes, okay, très dépendants de l'Asie, mais je trouve qu'Hermès est quand même une qualité au-dessus de Louis Vuitton, enfin de LVMH. Maintenant, les deux, c'est des entreprises familiales, les deux sont possédés par la famille Arnault, l'autre la famille Hermès, quoi. Donc, c'est vraiment deux entreprises exceptionnelles. Je mets Hermès au-dessus parce que c'est une dans laquelle je pourrais vraiment considérer investir. LVMH, pourquoi pas, si tu as un PEA, etc., la valorisation commence à être très intéressante. Okay, si le mode est bien, l'entreprise est bien, elle est bien gérée. Maintenant, la croissance est peut-être un petit peu faible. Les retours sont peut-être un petit peu faibles. C'est pour ça que je préfère Hermès. Mais ça n'enlève pas qu'LVMH reste une très bonne entreprise. Je la mets quand même légèrement au-dessus de toutes celles-là de Nvidia, AMD et Nike. Okay, parce que ce n'est pas non plus une entreprise que je hais complètement. Donc, on va dire, je vais la mettre en C, parce qu'on va dire que si LVMH perd encore 40% de plus, ouais, là, ça deviendra quand même intéressant à avoir en portefeuille. Maintenant, à cette valorisation-là, ça peut être une boîte intéressante. Si moi, j'ai pour, entre guillemets, objectif de pouvoir investir dans Hermès, donc ça ne m'intéresse pas trop, mais si toi, tu t'en fous complètement d'Hermès, ben, LVMH, ça peut commencer à être un point d'entrée intéressant pour toi. Apple, je la mets en C. Je la mets en C parce qu'il y a une baisse de la croissance, il y a une baisse de tout ça, mais ça reste une entreprise assez exceptionnelle. Et on peut, si l'entreprise prend une grosse claque en bourse, ça peut représenter une belle opportunité, un peu comme ce qu'a pu saisir Warren Buffett en 2018. Donc là, ils ont un ralentissement de la croissance, mais si ça peut repartir un jour, ça peut repartir très fort. Ça reste une entreprise quand même qui a un super écosystème, d'excellents appareils. Ils ont du mal à se renouveler récemment, mais s'ils arrivent à se renouveler, s'ils arrivent à prendre un bon chemin vers l'IA, etc., ça peut devenir intéressant. Donc je la mets sur C, parce qu'il faut quand même avoir un beau discount pour celle-là. C'est le genre de boîte que j'achèterais plutôt aux alentours de 15 de PER, ok. Mais ça peut être intéressant. Fortinet, je la mets en B. Parce que pour moi, on est proche d'un niveau de valorisation qui va commencer à être intéressant. Pour moi, on est entre le B et le A là pour Fortinet. C'est-à-dire qu'on n'est pas sous-évalué. On a une valorisation qui semble plus ou moins honnête. On est un peu cher quand même. Il y a un premium à payer dessus, mais l'entreprise est bien gérée. Il y a toujours les cofondateurs dans la boîte, donc ça, c'est des bons signes. Donc c'est pour ça qu'elle est là, mais il faudrait quand même encore un peu de baisse pour rentrer dessus. S&P Global. Ça, idem, là je la mets ici, même si là on commence à être pris à des niveaux de prix très intéressants pour S&P Global. La raison pour laquelle je la mets en C, c'est parce que c'est le genre de boîte qui, si on a un crack financier, je pense qu'elle peut prendre très très cher. Et je pense qu'elle peut prendre beaucoup plus cher que les autres, parce qu'elle est en plein cœur du truc. Donc pour cette raison-là, je la mets en C parce qu'il me faut vraiment un joli discount pour rentrer dedans, un petit peu à la Def Cantessaria en 2009 ou 2010 quand il a commencé à rentrer. Il faudrait plus ou moins la même chose. On pourrait mettre ici aussi en C avec FICO, alors c'est pas pareil, mais on pourrait mettre ça. Et on peut mettre également MSCI. MSCI, éventuellement, je la mettrais peut-être un peu plus en B. Okay, on va la mettre avec S&P Global. MSCI peut-être peut avoir une valorisation légèrement plus intéressante, mais ces deux-là, elles sont BC, c'est-à-dire des boîtes d'excellente qualité que j'aimerais bien avoir en portefeuille. Donc bien sûr, j'en choisirais une des deux, mais que j'aimerais avoir en portefeuille. Le seul truc, c'est que j'aimerais les payer vraiment avec un gros discount, alors que celles-là, Qualis, NVR, Arista, je n'ai pas besoin d'un si gros discount, ok. Alors que S&P Global et MSCI, ouais, il me faut un gros discount. Lam Research, c'est la première que je mets en S. J'aime beaucoup cette boîte. Donc ils font de etching et de la déposition dans les semi-conducteurs. Je la préfère à ASML. La raison pour laquelle je préfère Lam Research à ASML, c'est tout simplement que pour moi, c'est moins vital de venir disrupter, enfin c'est beaucoup plus vital pour la Chine de venir disrupter ASML et de pouvoir faire de l'extrême ultraviolet lithographie, plutôt que de venir disrupter le etching et la déposition de Lam Research. Donc sur les 10 prochaines années, moi j'estime que les probabilités sont légèrement supérieures que ASML prenne une disruption plutôt que Lam, parce qu'avec toutes les restrictions qu'il y a sur la Chine, c'est vraiment quasiment vital pour eux, s'ils veulent bien se développer, de faire de l'extrême ultraviolet. Alors que de faire du etching comme le fait Lam, c'est important, oui, mais c'est pas aussi vital. Et donc,
ça viendrait peut-être dans un second temps. C'est pour ça que je préfère Lam Research. Les deux ont des fondamentaux exceptionnels. ASML a un meilleur potentiel de croissance, c'est-à-dire qu'ils vont potentiellement croître un peu plus vite que Lam Research, mais également pareil, ASML, il y a un premium un peu plus élevé en termes de valorisation à payer dessus. Lam Research, tu le payes 17 fois les bénéfices. ASML, tu le payes 30 fois les bénéfices. Peut-être avec la baisse qu'il y a eu maintenant, ça va être 27, 28 fois. Donc il y a toujours ce premium à aller chercher dessus. Et donc pour ces raisons, moi je considère légèrement moins risqué d'aller sur ASML, d'aller sur Lam Research. Donc pour cette raison, pour moi ASML va en D parce que j'ai déjà mis Lam Research en S. Maintenant, les deux boîtes, ça ne vend pas exactement la même chose, c'est juste que ça ne sert à rien de s'exposer sur toutes les boîtes des semi-conducteurs et dans la manutention de semi-conducteurs, dans la fabrication de ces semi-conducteurs. Autant en sélectionner une, aller éventuellement deux si tu ne sais vraiment pas choisir. Mais je mets Lam Research ici. On pourrait également avoir Applied Materials. J'ai préféré Lam Research à Applied Materials parce qu'Applied Materials est beaucoup plus diversifié, là où Lam Research développe vraiment une expertise dans une partie. Donc c'est pour ça que je les ai choisis. Donc ASML, le point je le mets en S pour ceux qui ont un PEA. Si aujourd'hui toi tu es sur PEA, ouais, ASML va en S, ce sera peut-être plus intéressant d'investir dans ASML que Lam Research pour l'avantage fiscal que tu as avec le PEA. Si tu n'as pas de PEA comme moi, moi je préfère Lam Research. Donc ASML en S pour ceux qui ont un PEA. Et moi je le mets entre guillemets en D ici, mais ça resterait très bien. C'est juste que moi j'ai préféré Lam Research. Pour Uber, alors je le mets en D, tout simplement parce que j'ai du mal à bien comprendre le mode et je ne suis pas convaincu que le mode de Uber soit si puissant que ça. Oui, ils ont une très belle croissance, ils ont d'excellents chiffres, ils deviennent de mieux en mieux, les bénéfices augmentent de plus en plus, mais je ne suis pas convaincu à 100% que le mode soit si solide que ça et qu'ils pourront bien s'adapter. Alors je ne pense pas non plus qu'ils vont être totalement disruptés par les robotaxis, loin de là. Mais pour moi, pour le mettre dans mon portefeuille, je ne considère pas le mode comme assez solide. Donc c'est pour ça que ça y va pas. Maintenant, si toi, tu trouves que le mode est très solide, ça pourrait rentrer, ok, ça pourrait aller ici en A. Mais pour moi, par rapport à mon portefeuille, je le mets en D. Pfizer, ça va en D direct. La raison, c'est que si tu regardes l'évolution des bénéfices, des free cash flow, même du chiffre d'affaires, du dividende, c'est toujours en dents de scie. Okay, c'est jamais stable à la hausse. Il y a plein de pharma qui sont plus stables à la hausse. Là, pour le coup, Pfizer, c'est jamais stable à la hausse. Donc, non, c'est pour ça que je ne mets pas dessus et que je le mets en D parce que c'est trop en dents de scie. C'est trop en dents de scie, ça n'apporte pas assez de stabilité. AutoZone, je le mets en B ou en C. Donc, AutoZone, c'est des trucs de réparation de voitures aux États-Unis. Il y a également O'Reilly. Okay, il y a les deux, AutoZone et O'Reilly sont excellents, de très bonnes boîtes défensives. Je le mets en B parce que c'est pas encore sous-évalué. On est à un prix qui est convenable. C'est même peut-être un petit peu trop. Ce serait même un peu C. C'est une boîte que j'adore, que je trouve très bonne, très bon mode. Pareil pour O'Reilly, très bon mode. C'est juste que c'est un peu cher aujourd'hui. C'est encore un peu cher. Il faudrait qu'il y ait une belle cartouche dessus, un moins 20% pour que ça devienne potentiellement intéressant pour investir. Mais à l'heure actuelle, je trouve que c'est quand même que c'est un petit peu cher pour la croissance que ça va avoir. Donc je préfère. Je me positionnerai dessus avec grand plaisir si le prix de l'action baisse bien. Tesla, ça va en D également. Pourquoi? Parce que j'ai du mal à investir sur des entreprises sous prétexte que le futur va être grandiose, sous prétexte qu'ils vont dominer tout ce qu'il faut dans la robotique, dans tous leurs trucs, etc. Alors oui, ok, Tesla aujourd'hui, c'est peut-être pas une boîte de voitures, mais aujourd'hui, les bénéfices viennent des voitures. Et donc j'ai du mal à moi investir sur des trucs, sur des promesses ou quoi que ce soit. Surtout que la valorisation est toujours aussi élevée, que du jour au lendemain on peut avoir un moins 10% parce que Elon Musk va faire une dinguerie sur Twitter. Donc je le mets en D parce que c'est trop spéculatif. Et historiquement et statistiquement parlant, ça fonctionne rarement bien ce genre de boîte. Je veux dire, ce genre d'investissement sur du long terme, ça fonctionne bien pour ceux qui arrivent à rentrer au bon moment, sortir au bon moment. Pour les traders, c'est bien. Mais pour ceux qui investissent sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ont une vision long terme, pour le coup, ça fonctionne rarement bien. Salesforce, là, ça rentre en A, ok, parce qu'on est sur des niveaux de valorisation qui sont intéressants. L'entreprise a un bon mode. Marc Benioff possède toujours 3 ou 4% de la boîte, donc c'est pas mal. Le seul problème que je vois avec Salesforce, c'est les rémunérations en actions. Je les trouve un peu abusives, un peu élevées. Mais dans la tech, ça se fait beaucoup. Malheureusement, c'est comme ça. Qualys, c'est pareil, c'est assez élevé. Google, c'est assez élevé aussi. Donc ça, c'est un peu emmerdant.
Là, je commence à trouver qu'elle devient très intéressante. Encore une petite baisse et on pourrait la mettre en S. Mais là, pour le coup, Salesforce, super business model. Pour moi, le mode de Salesforce est plus puissant que ce que les gens imaginent. Parce qu'on voit beaucoup de ces nouveaux CRM qui arrivent, etc. Sauf que Salesforce arrive très bien à s'adapter. Salesforce, c'est très très puissant et ils ont surtout les entreprises qu'ils ont en client sont des entreprises qui grossissent bien, c'est pas les moins chers, donc il faut un certain niveau pour les avoir. Et une fois qu'on est chez Salesforce, on ne peut pas vraiment partir. Ils peuvent augmenter les prix, ils ont déjà augmenté les prix, donc ils ont un pricing power. Donc pour le coup, Salesforce, vraiment, vraiment pas mal. Donc là, ouais, ça va en A. C'est pas encore un no-brainer en termes de sous-valorisation, mais je trouve que là, on est sur des niveaux de prix intéressants. Novo Nordisk, eux, moi je les mets en S. C'est complètement sous-évalué. Le business pour moi est excellent. Ils ont un bon mode. Okay, je trouve que les inquiétudes sont un peu exagérées concernant la place qu'ils auront sur le marché de l'anti-obésité. Tout simplement parce que, ok, c'est pas parce qu'ils vont peut-être potentiellement avoir des médicaments moins bons que ceux de Eli Lilly. Ok, ils sont peut-être pas leaders du marché, mais c'est un marché qui est tellement énorme et qui va grossir tellement vite dans les années à venir que même s'ils ont que 10 ou 15% de ce marché, c'est déjà très très bien. C'est déjà très très bien et ça donnera de la croissance à l'entreprise. Donc pour une entreprise qui devrait grossir dans les 5 prochaines années quasiment à 20% par an, okay, aux alentours de 15% par an, c'est excellent. Dans les 2 prochaines années, ils ont prévu de grossir de 20% par an et dans les 3-5 prochaines années de 15% par an. Donc je trouve ça quand même assez exceptionnel. Là, on est sur un niveau de prix qui est excellent pour l'entreprise. Donc Novo Nordisk, je le mets en S. Booking, je le mets en A ou en B. Okay. Je vais le mettre en B parce que la valeur, pour moi, on est à un prix qui est globalement juste à l'heure actuelle. On n'est pas complètement sous-évalué, on est plutôt sur un prix juste. C'est une excellente entreprise. Alors certains n'aiment pas trop le fait qu'ils ne soient pas trop bien développés aux États-Unis, qu'ils sont surtout développés en Europe, mais c'est le marché qui fait ça. C'est qu'en Europe, on a beaucoup plus d'hôtels indépendants, en Asie aussi qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est assez dominé par Hilton, Marriott, César et Intercontinental. C'est surtout ces groupes-là qui vont dominer le marché de l'hôtellerie. Donc difficile d'avoir des meilleurs deals qu'en passant par ces groupes-là, alors qu'en Europe et en Asie et en Afrique aussi, c'est beaucoup plus indépendant. Donc c'est pour ça que Booking, je trouve qu'ils sont très intéressants. Et moi, je me sers beaucoup de leur service. À chaque fois que je fais des réservations, je passe souvent par Booking. Ils rentrent aussi dans le domaine du Airbnb, okay, dans des locations d'appartements, etc. pour de courte durée. Donc je le mets en B parce que ce n'est pas un no-brainer, ce n'est pas sous-évalué, c'est un prix qui me semble juste. À l'heure actuelle, c'est un prix juste. Amazon, je le mets en S. Amazon, je le mets en S parce que c'est vraiment la boîte pour moi qui représente tout ce que j'adore. Okay, client et roi, ils investissent très bien, ils ont d'excellents retours. Alors oui, on pourrait aimer qu'ils fassent un peu plus gaffe à leur free cash flow par action, à leurs bénéfices par action, etc. Mais jusqu'à présent, sur les 20 dernières années, à chaque fois qu'ils investissaient, c'était des succès. Donc, pour le coup, Amazon, moi j'aime beaucoup, je le mets en S. C'est probablement une de mes boîtes favorites. Et c'est le genre de boîte que je vois typiquement être 2 fois, voire 3 fois plus grosse dans 5 à 10 ans. Donc là, pour le coup, j'aime beaucoup. Je trouve que parmi les GAFAM, c'est probablement ma boîte favorite. Et je trouve que ça devrait être celle qui devrait être la plus grosse. Mais malheureusement, vu qu'ils ne focalisent pas sur les bénéfices, etc., c'est pour ça que c'est là. Aussi le fait que beaucoup jugent Amazon, juste parce que c'est Amazon et que ils pensent au e-commerce, alors qu'il y a tellement d'autres choses dedans, surtout avec AWS. Je trouve qu'on sous-valorise beaucoup AWS. Donc pour ça, moi je mets Amazon en S. Je trouve que c'est également un prix très intéressant pour entrer. Google, pareil, en S. Surtout que Google, là, c'est des niveaux c'est des PER qui sont totalement délirant, okay, je crois qu'on est à 18,7 de PER, 16,8 de forward PE, donc là vraiment excellent. Ils commencent à montrer que leur IA est vraiment bien, okay. Moi je commence à utiliser beaucoup plus Gemini. Au début je détestais ça, c'était vraiment nul, là ça commence à devenir très bien, ils commencent à très bien l'intégrer avec les recherches, ça devient vraiment très très intéressant. Donc ils n'ont pas l'air de se faire bouffer par l'IA. Ils sont sur tous les fronts, les data centers, enfin le cloud se développe très bien aussi pour eux. Donc là, Google, je le mets en S. Medpace, je vais le mettre en B ou en C. Alors je le mets en B parce que la valorisation
est plus ou moins OK. Je trouve qu'on n'est pas trop sous-évalué. Ce n'est pas une opportunité en or encore à l'heure actuelle, mais je trouve que c'est une bonne alternative pour ceux qui veulent s'exposer au domaine pharma sans passer par des entreprises pharma. Parce que eux, c'est des CRO, donc c'est eux que les pharma vont aller voir pour faire les tests, les essais cliniques pour les médicaments, parce qu'ils ont toute l'expertise là-dedans et ils vont les aider à mieux naviguer dans tout ça. Donc, c'est une boîte que j'aimerais bien avoir en portefeuille. Je le mets en B parce qu'aujourd'hui, la valorisation est OK, mais ce n'est pas encore complètement sous-évalué. Si ça pouvait perdre un petit 20% de plus, là, ça pourrait passer en A, voire en S si ça perd un 30% de plus. Mais ça reste, c'est-à-dire acheter Medpace maintenant, ce n'est pas non plus une erreur monumentale. Le prix reste quand même convenable. Microsoft, je le mets en A. Je le mets en A, voire en B. Je le mets en A ou en B. Je vais le mettre en B parce qu'on n'est pas encore sur des niveaux de valorisation complètement sous-évalués. OK, mais on a un prix juste. Pour moi, Microsoft, on a un prix juste. Je ne vais pas vous présenter l'entreprise. C'est quand même une entreprise d'une qualité assez exceptionnelle qui continue de bien se développer, qui grossit de 10% par an alors qu'ils sont toujours très gros. Donc, belle place aussi sur le cloud. Donc, pour le coup, très très bonne entreprise. C'est pas en A parce que je pense qu'il faudrait perdre, s'ils perdent 10% de plus, ça irait en A, et s'ils perdent 20% de plus, je pense que ça part en S. Donc c'est juste pour ça maintenant. Enfin, c'est pas une erreur d'acheter du Microsoft maintenant, hein, loin de là. Mastercard, je le mets en B, et s'il y avait Visa ici, j'aurais mis Visa en C. Mastercard en B parce que là, la valorisation commence à être intéressante. On n'est pas complètement sous-évalué, mais la valorisation commence à être intéressante. C'est une boîte très stable, une boîte très prédictible. A priori, on va continuer d'utiliser des Visa ou des Mastercard dans 10 années. Donc, j'aime beaucoup. C'est une boîte aussi qui va potentiellement vous protéger en cas de baisse. Je ne dis pas que ça ne va pas baisser, mais si tout le monde perd 10%, je pense que eux, ce serait plutôt une boîte qui perdrait 3%. Donc, j'aime bien cette boîte. J'aimerais bien l'avoir en portefeuille. Là, ça commence à m'intéresser. S'ils perdent 10% de plus ou 15% de plus, je pense que je pourrais l'ajouter au portefeuille et elle passerait en A. Par contre, si elle perd plus de 20%, là, ça part en S et ça deviendrait une très très bonne opportunité. Donc, pour le moment, en B. PayPal, ça va, ça en D. Je trouve qu'il n'y a pas d'avantage compétitif pour PayPal. Alors oui, c'est une excellente, globalement une bonne boîte, même si les retours sur les capitaux ne sont pas exceptionnels pour ce genre de boîte. C'est également une boîte qui est sous-valorisée. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. La valorisation est faible, mais la valorisation, ça ne fait pas tout. Okay, la valorisation ne fait pas tout. Et pour moi, aujourd'hui, PayPal, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas de motte. Je ne la vois pas garder pendant 10 ans. Pour moi qui utilise PayPal pour mon business, ça m'emmerde à chaque fois que je dois gérer avec PayPal parce que c'est long, c'est chiant. Ils te prennent des frais de tous les côtés. Je me prends 6 ou 7% de frais quand je reçois un paiement via PayPal. Et quand je veux retirer l'argent de mon compte en banque, enfin de PayPal pour l'envoyer vers mon compte en banque, je me reprends 3-4% de frais. Donc je trouve ça inadmissible de perdre autant d'argent sur un processeur de paiement. Donc ça va en D parce que je n'aime pas du tout ça. Dans mes amis qui ont des business, etc., ils n'aiment pas du tout PayPal non plus. Donc on l'a dans le business parce que pour certains clients, ils préfèrent payer par PayPal que par carte. Mais malheureusement, moi, il est hors de question que j'investisse dans une boîte pareille. J'ai vraiment horreur de cette boîte. Meta, je le mets en A. La valorisation devient intéressante. C'est légèrement sous-évalué. On n'est pas encore un no-brainer. C'est légèrement sous-évalué, mais je pense que si ça perd 15% de plus, ça passe tirer ici. Pas besoin de présenter le business. Hein, c'est les plus gros réseaux sociaux. Okay, Instagram, Facebook, WhatsApp. Messenger, ils récupèrent tellement de données, ils sont bien aussi dans l'IA, Yama, leur IA est vraiment pas mal non plus, elle est open source en plus de ça. Donc Meta, je vois bien le truc. Maintenant, c'est vrai que Meta et Google, s'il y a une récession, ça pourrait nous donner des prix encore plus intéressants, surtout si c'est une récession assez sévère. Maintenant, j'ai pas de boule de cristal, peut-être qu'il y aura une récession, peut-être qu'il n'y en aura pas, on n'en sait rien, mais quoi qu'il en soit, Meta, là, ça commence à être un prix intéressant. Je pense que ouais, s'ils perdent 15% de plus, ils passent en S. Il passe en S, donc là, ça devient vraiment pas mal du tout. C'est tout pour cette vidéo. Si tu veux accéder à ma watchlist d'entreprises que je surveille activement en ce moment, tu peux cliquer et y accéder via le lien qui se trouve en description. Si tu as aimé la vidéo, pense à lâcher un pouce bleu. Abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!